Alors, on va adopter un format un peu différent parce qu'en fait, je vais m'entretenir avec chacun d'entre vous pour qu'on en apprenne plus sur chacune de vos structures. Alors, Guillaume, je le disais, vous êtes vice-président de Mobine France. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce que fait Mobine ? Ouais, prenez le micro. Ce que fait Mobine et puis du coup, comment on peut agir en matière de mobilité solidaire. Oui, bonjour à tous, merci de me recevoir. Mobine, c'est une fédération d'acteurs de la mobilité inclusive qui regroupe en France environ, si je ne dis pas de bêtises, 262 associations qui œuvrent à la mobilité solidaire. Donc petit parallèle, ce qu'on entend nous en tout cas comme mobilité, par mobilité solidaire, c'est toutes les solutions de mobilité qu'on va pouvoir mettre en place à destination de personnes en situation de précarité et qui ne sont pas de droit commun. Donc typiquement pas les transports en commun ou ce genre de choses, avec un focus sur notre dernier S de ESS, sur le solidaire, puisqu'on est vraiment sur ce genre de problématique et de public. Le réseau Mobine, donc, ce sont des associations qui œuvrent sur à peu près 5 grands métiers. Le conseil en mobilité, dont on a entendu parler juste avant, le garage solidaire, la location solidaire, du transport à la demande, de l'auto-école sociale. Il y a aussi des vélos-écoles, il y a aussi du transport micro-collectif. Enfin, voilà, il y a plein d'initiatives et c'est d'ailleurs ça qui me semble intéressant, je pense. C'est qu'il y a beaucoup d'initiatives qui naissent sur les territoires parce qu'il y a des besoins, parce qu'il y a des envies. Le travail de Mobine, c'est de fédérer tous ces acteurs-là, les professionnaliser. Donc on va faire des échanges de pratiques, on va se rencontrer, c'est très territorial et on va développer en commun des projets, des outils, tout ce qui est nécessaire pour répondre à nos objets sociaux. Ouais, donc il y a une multiplicité d'offres et souvent la difficulté sur les territoires, c'est alors pour tout le monde en fait, et pour les usagers et pour les structures de l'insertion et de l'emploi, c'est d'identifier ces différentes offres parce qu'elles fonctionnent jamais de la même manière, c'est jamais les mêmes publics, c'est jamais les mêmes périmètres. Donc tout ça c'est hyper compliqué et donc se développe ce qu'on appelle des plateformes de mobilité. Est-ce que vous pouvez nous expliquer à quoi ça sert ? Oui, l'idée, c'est au carrefour de ce que disait M. Fournier tout à l'heure, le conseiller en mobilité, son rôle, c'est de démêler un peu la situation pour la personne qui a des difficultés à se déplacer, et des difficultés notamment d'ordre financier, mais pas que, parce qu'en fait, on en a parlé là, se déplacer aujourd'hui avec l'intermodalité, c'est pas si simple, même pour monsieur tout le monde qui n'a pas de problème. Donc la plateforme de mobilité, elle a vocation à accueillir, un peu comme sous la forme d'un guichet unique, le public et lui faire, en fonction de sa situation, le panel des possibles. Que ce soit pour accéder à un emploi, à une formation, emmener ses enfants à l'école. Et donc là, on va devoir jongler entre les différentes solutions. Et c'est ça qui est important, c'est que dans une plateforme de mobilité, il faut qu'il y ait une diversité assez riche de solutions sur les territoires et donc dans cette plateforme-là. Sinon, on accompagne les gens, on les accueille, mais qu'en fait, derrière, on n'a rien à leur proposer. En région, est-ce qu'on peut donner un peu des lieux ou des périmètres sur lesquels on va avoir des plateformes de mobilité ? Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est un écosystème qui est quand même en pleine construction, la mobilité solidaire. Il y avait, jusqu'à la loi L'Homme, pas vraiment de mention de ces termes-là. Donc, de là à dire que les choses sont structurées chez nous, pas encore. Elles sont structurées au moins par rapport à l'existant. Je vais prendre le cas de l'Indre-et-Loire, par exemple. Notre association Mobilité Solidaire 37 travaille main dans la main avec l'association WeMove. Eux font le conseil, nous on apporte les solutions. Et ensemble, on fait du coup cette plateforme-là. Il y a d'autres territoires, alors pas en région centre, où on a vraiment une porte d'entrée, un bâtiment, une seule association qui fait tout. Voilà, il y a différentes manières de s'articuler. En tout cas, à Mobine Centre Val-de-Loire, on est une dizaine d'associations qui œuvrent sur l'ensemble des départements pour offrir ce genre de solutions. Donc on peut retrouver en fait assez facilement à la fois les plateformes et à la fois les structures mobiles sur les différents sites internet. Sur les plateformes de mobilité, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir l'observatoire des plateformes en fait, que propose, je crois que c'est le laboratoire de la mobilité inclusive, si je ne me trompe pas. Et donc notamment Pierre Taillant, qu'on a entendu ce matin, travaille au laboratoire de la mobilité inclusive. Je voulais vous interroger quand même sur la question de la place de la voiture et de la voiture solo dans les solutions que vous proposez. On l'a évoqué ce matin, parfois on a du mal à conjuguer enjeux sociaux et enjeux environnementaux, ou plutôt des solutions qui répondent à l'un et l'autre de ces enjeux. Et donc on aurait tendance à se dire, on va arrêter la voiture solo, c'est ça qu'il faut pour le climat.
Et comment on fait en vrai? Est-ce que vous arrivez à bannir totalement la voiture des solutions que vous proposez? Alors, est-ce qu'on peut demain essayer de se débarrasser de la voiture? Je l'espère. Est-ce qu'aujourd'hui, on en est en mesure? Non. Et c'est bien là notre rôle, en fait, justement, d'accompagnement. Et cette mission autour de la solidarité est importante parce que l'idée, c'est de s'adapter aux besoins de la personne. Donc, tant qu'on arrivera à faire sans la voiture, on va le faire pour deux raisons. Vous l'avez dit, la première, c'est que écologiquement, c'est ce qu'il y a de plus polluant. Mais il y a aussi une autre dimension qui est importante pour nous, c'est que c'est aussi la solution la plus chère. L'Observatoire des inégalités dit qu'une voiture se coûte en moyenne 300 € par mois. Donc un bénéficiaire du RSA, 300 € par mois, c'est plus qu'un budget. On va du coup devoir composer avec. Si je prends des exemples très concrets, une femme qui a un besoin d'emmener des enfants à l'école, elle en a 3. Bon, il y a des territoires où clairement il n'y a que la voiture qui est possible. À l'inverse, un jeune mission locale qui habite une métropole, bon, bah, finalement, l'aider à acheter une trottinette et lui faire expérimenter l'intermodalité avec un train ou un tram, bah là, ça marche très bien. Et à l'inverse, dernier exemple, une femme seule à la retraite, âgée, qui n'utilise sa voiture, et malheureusement ça arrive assez souvent, qui n'utilise sa voiture quasiment que pour aller faire les courses. Bon, est-ce que la solution, c'est pas de se débarrasser de la voiture et de se faire livrer ses courses? Donc voilà, c'est là-dessus où on a un regard un peu pragmatique sur la voiture, c'est-à-dire nous, on n'a rien ni pour ni contre. Si on peut l'enlever, tant mieux, mais bon, la réalité, c'est que c'est des choses qui vont se faire progressivement. Merci beaucoup. Alors, je vais me tourner à présent vers Léo Clavurier. Est-ce que tu nous entends bien? Oui, très bien. Super. Alors, Léo, tu es attaché de direction à Railcoop. Donc, Railcoop, on le sait, qui traverse une période un petit peu difficile, mais c'est pas grave parce que votre expérience va être hyper intéressante à analyser, puisque vous vous êtes attaqué à un sujet qui est quand même assez énorme, c'est-à-dire le ferroviaire. Et on avait ce matin une question qui allait dans ce sens. Comment est-ce qu'on peut réussir à faire rouvrir des lignes ferroviaires? Alors, Léo, est-ce que tu peux nous rappeler quel était l'objectif initial de votre projet et puis quelle forme il a pris jusqu'à ces derniers mois? Donc l'objectif initial de Railcoop, c'est de relancer des services ferroviaires un peu partout en France, sur des lignes qui sont existantes, qui sont exploitables en l'état, mais qui ne sont plus exploitées dans leur intégralité. Et donc pour illustrer cette volonté, en fait, notre premier projet, ça a été de relancer la ligne entre Bordeaux et Lyon, qui donc est circulée par des TER ou des trains de fret sur des parties de la ligne, mais qui n'est plus circulée de bout en bout depuis 2014, sur décision de la SNCF et de l'État. Donc nous, on veut en fait remettre en place simplement ce service qui va de Bordeaux à Lyon par le Massif central pour mieux desservir les territoires, mieux desservir Limoges, Montluçon-Guéret et autres qui sont relativement mal desservis par les transports publics et où on sent qu'on a un besoin, une envie des territoires de relancer des trains. Alors ça a été créé en 2019 sous forme de société coopérative d'intérêt collectif pour pouvoir en fait avoir différentes parties prenantes autour du projet, donc des collectivités locales, des entreprises, des associations et des particuliers qui s'associent effectivement pour pouvoir en fait avoir leur propre entreprise ferroviaire. On sort de la logique qu'on connaît jusque-là qui consiste simplement à interpeller. On a beaucoup de collectifs en France qui interpellent à juste titre la SNCF, les régions ou l'État sur leurs responsabilités pour le développement du ferroviaire. Nous, on va un peu au-delà puisqu'on essaye d'avoir en fait notre propre structure, notre propre entreprise ferroviaire qui fait rouler ses propres trains sur le réseau ferré. C'est quelque chose qui est permis en fait par l'ouverture du marché à la concurrence. Nous, on a cette vision selon laquelle la concurrence, c'est pas simplement aller prendre des parts de marché à la SNCF, comme le font certains ou vont le faire certains, mais ça peut aussi être l'occasion d'aller développer des nouveaux services ou de redévelopper des services qui sont plus existants sur le territoire. Donc, qu'est-ce que vous avez réussi à proposer comme offre, à la fois en termes de transport de personnes et de transport de marchandises? Alors, on a commencé par le transport de marchandises. En 2021, Railcoop a lancé un service de fret ferroviaire en Occitanie. L'aspect le plus concret de ce service, ça a été le transport de bois qu'on a réalisé pour une papeterie de l'entreprise Fibre Excellence à Saint-Gaudens, donc c'est en Haute-Garonne, depuis Cap de Naggar, dans l'Aveyron. Alors Cap de Naggar, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est un endroit où il y a eu pendant longtemps du fret ferroviaire. Il y a un faisceau de voies très important sur la commune. Et pour autant, aujourd'hui, on n'a plus que des TER qui passent sur cette gare. Il n'y a plus du tout d'entreprise de fret ferroviaire. Donc voilà, le Railcoop s'est positionné
comme je disais, sur une infrastructure qui existe, circulable, pour pouvoir opérer ces flux. Et donc, on a transporté toutes les semaines du bois des massifs forestiers autour de Cap-de-Nac jusqu'à la papeterie à Saint-Gaudens. C'est une activité qui a dû s'arrêter en avril 2023 pour des raisons économiques. On n'a pas réussi à rentabiliser le service comme on l'espérait. Mais aujourd'hui, on se concentre sur un autre service qui sera un service de transport de voyageurs. Donc, comme je le disais, c'est la ligne entre Bordeaux et Lyon. Et à plus long terme, on aimerait aussi pouvoir développer d'autres services de transport de voyageurs qui soient basés partout en France, donc qui vont de Lille à Nantes, de Marseille à Grenoble et autres. On a beaucoup de projets qui ont été proposés par nos sociétaires. Donc on évoquait ce matin, il y avait une remarque plutôt sur la réouverture d'une ligne en région pour du transport de personnes et de marchandises. Donc votre exemple de Railcoop nous montre que finalement c'est possible, mais il y a quand même des embûches, des difficultés. Et donc je voudrais qu'on revienne en fait quand même sur ces difficultés pour aussi peut-être les éviter dans les prochains projets. Est-ce que tu peux nous parler de ces difficultés et puis surtout nous donner des conseils pour les éviter ? Oui, la presse en a fait écho. Depuis 3 semaines, on est placé en redressement judiciaire, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a 6 mois pour trouver des solutions de financement à long terme pour pérenniser l'activité. Alors, cette situation est liée, je pense, à 2 facteurs principaux. Le premier facteur, c'est qu'on a perdu de l'argent, comme je disais, sur le fret ferroviaire. On espérait pouvoir convaincre plus rapidement des chargeurs d'utiliser notre service de fret ferroviaire. Et en réalité, on s'est confronté à des difficultés multiples, mais notamment, je pense, une difficulté d'acculturation, puisqu'on a des secteurs d'activité aujourd'hui qui sont complètement déconnectés du ferroviaire, qui n'ont même pas l'idée qu'ils pourraient un jour utiliser du ferroviaire. Et je pense que c'est quelque chose qu'on voit en France depuis plusieurs décennies. On est passé d'un pays avec des industries assez lourdes qui sont habituées au ferroviaire, je pense aux mines, au bois, aux aciéries, etc., à des activités qui fonctionnent beaucoup plus en flux tendu ou avec des petits volumes. Donc c'est l'exemple des entrepôts Amazon, par exemple, qui, eux, ne peuvent que très difficilement utiliser le transport ferroviaire puisqu'ils ont besoin d'avoir une grande souplesse dans leur logistique et de transporter des petits volumes. Donc là, forcément, le camion est plus compétitif. Donc, comme je disais, on n'a pas réussi à rentabiliser le service de fret, ce qui nous a obligés à le fermer, mais qui nous a forcément fait perdre de l'argent entre-temps. Et le deuxième problème auquel on a fait face, c'est la difficulté à financer le projet dans son ensemble, puisque aujourd'hui, les financements de RICOP viennent quasi exclusivement des sociétaires, qui ont apporté en tout environ 10 millions d'euros. Mais on estime que pour lancer la ligne Bordeaux-Lyon, il faudrait pouvoir réunir 50 millions d'euros. Donc on n'est pas sur le même ordre de grandeur. Et pour ça, bien sûr, on est allé voir des investisseurs institutionnels, des banques, mais on a fait face à une grande réticence. Une réticence, je pense, pour 2 raisons. Une raison qui est liée à notre statut de coopérative, qui empêche évidemment de générer des profits importants, de générer des plus-values. Donc, pour certains investisseurs, c'est un critère exclusif d'investissement de pouvoir espérer des plus-values à long terme. Et puis, l'autre difficulté, c'est l'activité ferroviaire en elle-même. On a fait face à beaucoup d'acteurs financiers qui n'avaient pas la capacité, les compétences techniques pour pouvoir évaluer le risque d'un projet ferroviaire. Et c'est vrai que je pense qu'il y a probablement un besoin de mieux former ces acteurs financiers sur des activités d'avenir comme le ferroviaire, puisque jusqu'à avant l'ouverture à la concurrence, quand une banque prêtait à la SNCF, finalement, ça revenait plus ou moins à prêter à l'État, puisque une entreprise d'État a très peu de chances de faire faillite. Aujourd'hui, maintenant qu'on a des projets privés, je pense qu'il faut que les banques puissent s'acculturer davantage et les soutenir. On a vu une autre entreprise ferroviaire qui était soutenue par deux banques françaises dans l'ouest de la France. Donc je pense que c'est possible, mais il y a encore un travail à faire là-dessus. Ouais, parce que la question que je t'ai posée, c'est du coup, si on a des difficultés pour aller capter des financements, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et tu évoquais l'exemple d'une structure de transport maritime qui a réussi à trouver un petit peu une parade peut-être. Oui, tout à fait. Alors, vous avez peut-être entendu parler de WindCup, qui est donc une coopérative qui souhaite lancer plutôt un service de transport maritime entre la France et Madagascar, avec en fait un bateau à voile. Ils se sont lancés un peu plus tard que RICOP, mais ils ont globalement les mêmes ordres de grandeur pour les besoins de financement. Simplement, ils ont dès le départ choisi d'avoir une structure différente, qui est une structure dans laquelle finalement l'aspect coopératif ne concerne qu'une partie de l'activité. Et je crois que RICOP aussi va aller vers ça, puisque c'est ce que les sociétaires ont décidé dans la dernière Assemblée générale, c'est de séparer finalement le financement des actifs,
et le financement du risque commercial de l'activité en elle-même de transport. Donc, sur le même modèle que Wincop, par exemple, l'idée aujourd'hui, c'est que nos trains soient dans une structure dédiée, finalement une société de leasing qui serait l'acquéreur des trains et qui les louerait à la structure coopérative RICUP. Alors, c'est toujours un peu ambivalent parce que si ça nous permet d'aller jusqu'au bout du projet, c'est forcément une bonne nouvelle. D'un autre côté, ça veut dire aussi que on a fait le constat qu'il n'était pas possible de financer des actifs importants dans une structure coopérative. Donc, finalement, on arrive à notre objectif, mais en demi-teinte, si on y arrive, puisque l'essentiel des actifs sont localisés dans une structure non coopérative. Merci. Merci beaucoup. Alors, on a vu avec Guillaume que les structures de l'ESS peuvent travailler sur la mobilité solidaire. On a vu avec toi, Léo, que les structures de l'ESS peuvent porter des projets de transport collectif. Et maintenant, on va parler vélo avec Pierre Boscredon et plus particulièrement, on va parler économie circulaire et vélo. Alors, est-ce que tu peux nous présenter Veloop ? Alors Veloop, c'est une SIC, comme RICOP. On a été créé en mars 2022. Nous, on est parti du constat qu'il y avait énormément de vélos qui étaient jetés en déchetterie chaque année. 1,5 million en France, notamment. 9 millions de vélos dormants. Et à côté de ça, on voyait qu'il y avait une pénurie de matériaux, pénurie de vélos, de composants. Alors qu'on avait tous ces vélos dormants. Il y a des acteurs qui déjà travaillent dans l'économie circulaire du vélo, mais c'est souvent des ateliers d'autoréparation qui traitent des petits volumes ou alors qui sont très vite débordés par le stock de vélos. Un vélo, c'est pas un cure-dent, ça prend la place et on peut vite les accumuler. Et donc, on laissait partir à la déchetterie. Donc, c'est là où on s'est dit il y a certainement moyen de créer de l'emploi local, une vraie filière d'économie circulaire du vélo. Et pour ça, on a choisi le statut SIC, comme c'était dit tout à l'heure, parce que ça permet d'embarquer un maximum de parties prenantes, donc notamment la région, la ville de Tours, la métropole, la ville de La Riche, où on était implanté historiquement, on vient de passer sur Tours, mais aussi des structures d'insertion, WeMove, il y a des représentants ici, en tant que prescripteur pour un dispositif vélo solidaire qu'on a également, etc. etc. Et de se dire, on réinvente pas l'eau chaude, mais on va se donner les moyens de traiter ces flux de vélos. Et par là même, du coup, de proposer de plus en plus de vélos reconditionnés et garantis, faciliter l'achat de vélos reconditionnés. Et puis, on a aussi l'ambition de créer une filière de pièces détachées d'occasion, un peu comme les filières de casse automobile, où je cherche une pièce, on aimerait que le réflexe soit plutôt d'aller acheter une pièce de seconde main plutôt qu'un dérailleur neuf, où en fait, je peux trouver l'équivalent auprès d'une quincaillerie du vélo, comme on souhaite l'être demain. Est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres sur le nombre de vélos que vous traitez actuellement, sur le nombre de vélos qui seront traités après, et puis sur le nombre d'emplois que vous créez aussi? Donc là, on a été créé en mars 2022, donc on a un petit peu plus d'un an et demi. On a passé la barre des 2000 vélos collectés sur la métropole de Tours. On en a traité à peu près 700. Quand je dis traité, c'est à la fois reconditionné pour les 3/4. On a démonté une partie et on en donne sinon à des structures. Nous, on n'a pas l'ambition de s'approprier les vélos. Il y a des associations parfois qui viennent nous voir et qui nous disent j'ai besoin de vélos enfants, comme ci, comme ça. Donc nous, on a mis en place le service de collecte qui permet du coup d'avoir la source, l'approvisionnement. Et donc en moyenne, on est entre 125 et 150 vélos collectés par mois sur la métropole. On a le souhait du coup d'essaimer sur d'autres territoires. Ça ne veut pas dire mettre du vélo partout, mais c'est plutôt que la pratique qu'on a mise en place puisse se retrouver dans d'autres territoires avec cette ambition d'arrêter de jeter des vélos dans les déchetteries notamment, de désencombrer les copropriétés, les locaux des bailleurs sociaux, etc. Donc là, on a déjà des contacts avec Touraine-Est-Vallée, avec le Chinonais. Donc on a l'ambition assez rapidement de couvrir le département d'Indre-et-Loire et puis dans les 2-3 ans qui viennent, de pouvoir être missionné pour développer la filière à l'échelle de la région. En termes d'emploi, du coup, on est déjà 7 au sein de Veloop. Il y a 5 mécaniciens, 2 chargés de développement. Et en termes d'emploi indirect, on devrait rapidement être entre 6 et 10 emplois indirects, donc à la fois des postes aidés en structure d'insertion, les postes d'encadrant, et puis également un ESAT à Luynes sur la filière de pièces détachées d'occasion. Tu as évoqué à de nombreuses reprises déjà les différents acteurs avec lesquels vous travaillez. On comprend bien que Veloop ne travaille pas tout seul. Est-ce que tu peux revenir là-dessus et nous dire de quelle manière vous travaillez avec les uns les autres ?
En fait, à chaque étape, on a essayé de se dire quelles étaient les personnes ressources. Donc, déjà, le projet est né en partenariat avec le collectif Cycliste 37, qui est un des acteurs historiques des usagers du vélo à Tours, qui sont aujourd'hui sociétaires administrateurs de Veloop. Très rapidement, on s'est tourné vers le service des déchets de la métropole pour interpeller, sur Tours, encore aujourd'hui, sur les bennes acier, il y a des photos de vélos. Donc, on essaye de dire, on a déjà un partenariat, une convention avec eux pour avoir des points de réemploi dans 2 déchetteries sur 7 aujourd'hui, mais il y a toujours ces petits pictogrammes, donc on espère que ça va changer. Donc aujourd'hui, voilà, une convention des points de réemploi dans 2 déchetteries sur 7. Normalement, assez rapidement, on devrait collecter dans les 7 déchetteries de la métropole. On a des sociétaires qui sont des réparateurs indépendants, qui parfois ont des vélos à réparer, mais ne trouvent pas la pièce. Un vélo des années 80, le dérailleur n'existe plus. Ils sont bien contents aujourd'hui de pouvoir passer et trouver cette pièce pour allonger la durée de vie des vélos. Le syndicat des mobilités de Touraine aussi, qui nous a aidés dès le départ, à la fois pour notre structuration, notre développement, et la mise en place d'un dispositif vélo solidaire qui permet pour des personnes, donc quotient familial inférieur à 900, et habiter sur le territoire du SMT, donc la métropole de Tours, plus 3 communes avoisinantes, de pouvoir acheter nos vélos reconditionnés et garantis pour une participation de 50 € maximum. Donc ça nous a bien aidé au début. La région Centre, pareil, qui nous soutient au type de la transition écologique, mais aussi du développement de la filière. La ville de Tours, la métropole, alors la ville de Tours est entrée au capital social, la métropole va le faire. Et la ville de Tours nous a permis d'intégrer un local il y a 2 mois dans le cadre du cluster vélo de la ville de Tours, un projet de réindustrialisation du vélo à Tours. Il y a également un projet qui est assez intéressant parce qu'en fait, on comprend bien que vous agissez du début à la fin de la filière, quoi. Et ce qui se passe à la toute fin, quand on ne peut plus réutiliser les vélos, on ne peut plus les rendre cyclables, c'est un projet que vous menez avec Territoire Zéro Chômeur. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Effectivement, on essaie de sauver, de remettre un maximum de vélos sur la route. On va récupérer des pièces détachées qu'on espère remettre sur des vélos, sur nos propres vélos ou les commercialiser. En bout de chaîne, il y a quand même des déchets ultimes. Il n'y a pas d'illusion là-dessus, mais entre deux, il y a ces pièces qui, encore esthétiquement, sont convenables, mais qu'on ne peut pas remettre sur un vélo. Et là, on est en train de développer du coup une activité de surcyclage, d'upcycling en anglais. Alors, on est en train de faire des prototypes. Ça peut être des lampes de chevet avec des moyeux de roue, des pignons, puis on met un abat-jour dessus. Avec une roue voilée, on peut faire un lustre. Des chambres à air, on peut faire des boucles d'oreilles. Il y a, je crois que c'est la Vie est Belt qui fait des ceintures à base de pneus, voilà, etc., etc. Il y a plein d'idées. Et il y a les cadeaux de Noël bientôt. Et il y a les cadeaux de Noël bientôt qu'on peut faire, effectivement. Et avec cette structure-là, on essaye aussi de développer le reconditionnement des selles, parce qu'il y a plein de selles qui ont des petits accros qui parfois sont jetés, et ça pourrait faire l'objet d'un reconditionnement. Merci. Donc on comprend bien qu'au cœur de Veloop, il y a vraiment ces notions de filière et d'écosystème d'acteurs. L'idée n'est pas d'agir seul et de penser de manière systémique en fait toute la filière. Merci beaucoup Pierre. Alors je me tourne maintenant vers Vincent de Georges, président de l'ADTT. Donc on vient de voir que les structures de l'ESS peuvent porter des offres de mobilité. On va voir maintenant avec l'ADTT que les acteurs de l'ESS peuvent aussi jouer un rôle de plaidoyer pour encourager au développement des mobilités durables. On l'a vu précédemment avec Françoise Bégou sur le sujet du vélo et on va le voir maintenant sur le sujet des transports collectifs. Alors Vincent, est-ce que tu peux nous présenter ce qu'est l'ADTT et puis nous présenter aussi la FNOT, qui est la Fédération nationale des associations des usagers? Bonjour. Alors l'ADTT, ça veut dire Association de développement des transports collectifs en Touraine. Comme la FNOT, c'est-à-dire la fédération à laquelle on est rattaché, Fédération nationale des associations d'usagers des transports, les deux existent depuis 45 ans. Donc ce sont des associations d'usagers qui font évidemment la promotion du transport collectif. Les objectifs, c'est évidemment d'avoir des transports plus vertueux, de lutter contre le tout-voiture, et puis également d'avoir des transports solidaires et accessibles. Donc notre association est, comme son nom l'indique, à l'échelle départementale. La FNOT a une antenne régionale, donc région centre, qui du coup fédère les associations, mais pas forcément que des associations de la mobilité. Ça peut être des associations qui
qui sont dans les mêmes dynamiques, mais de façon un petit peu plus périphérique, comme des associations d'environnement, comme des associations de lutte contre la violence routière, par exemple, ou voilà, on a des associations qui veulent la réouverture d'une ligne ferroviaire, par exemple. Donc, et cette fédération au niveau national, elle est assez connue, elle est très écoutée, très consultée, assez influente. Et nous-mêmes, au niveau local, on est très sollicité, que ce soit par les médias, des élus, des institutions, parce qu'on est estampillé FNOT. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Comment est-ce que vous agissez très concrètement ? Par où passe le plaidoyer, en fait ? Alors, nous siégeons dans différentes instances, locales, régionales, alors du coup, entre la DTT ou la FNOT, ça dépend. Donc, les comités des partenaires dont on a beaucoup parlé depuis ce matin, qui vont se multiplier avec la création des bassins de mobilité. Donc, on a beaucoup de rencontres aussi formelles ou informelles avec des élus, des techniciens autour des sujets des mobilités. On fait remonter les demandes, les réclamations, les propositions des usagers. Nous-mêmes élaborons des suggestions de nouvelles lignes ou de réouverture de tracés, par exemple pour le tramway. Voilà, par exemple, la DTT a été il y a très longtemps à l'initiative de lancer l'idée d'un tramway à Tours. Voilà, donc ils ont été assez persévérants, mais les anciens qui sont plus là, parce que ça a fini par aboutir. Mais voilà, c'est un exemple. Puis par exemple, on a contribué fortement à sauver des lignes comme Tours-Chinon dans les années 80 et plus récemment Tours-Loche, des lignes de train qui étaient promises à la fermeture. Ouais, donc là, tu as évoqué plusieurs projets, on va dire, de long terme, hein, parce que le tram a mis quelques années. Est-ce que tu peux nous donner un exemple peut-être plus récent sur lequel la DTT a travaillé et abouti ? Alors, on avait évoqué un petit sujet, mais qui là a l'air un peu d'avancer péniblement. Je devais en parler là, mais le succès n'est pas encore confirmé. Mais en tout cas, on pousse pour ça. Il y a l'exemple d'une gare qui est sur la ligne Tours-Le Mans, qui est dans un village qui s'appelle Saint-Paterne-Racan, qui voit passer une quinzaine de trains tous les jours. Et il y en a seulement un qui s'arrête le matin et un le soir. Et tous les gens, la plupart des gens vont travailler sur Tours, peut-être une autre partie vers Le Mans, mais voilà, essentiellement sur la métropole de Tours. Et du coup, ils ont demandé à ce qu'il y ait un petit peu plus d'horaires adaptés, plus de propositions, sachant qu'un train qui s'arrête, c'est 3 minutes de perdu sur le temps de trajet. Ce n'est pas des millions dépensés, parce que c'est des trains qui passent déjà. Et nous avons co-organisé une réunion publique l'année dernière, où il y a eu beaucoup d'élus présents et aussi des citoyens, etc. Donc c'était assez intéressant sur ce territoire. Et là, il y a la promesse que normalement, à partir de décembre, il y a une expérimentation qui devrait commencer. Je reviens sur les propos de M. Fournier tout à l'heure, qui parlait beaucoup d'expérimenter, de tester, etc. Mais alors, souvent on entend, là je vais être critique, mais des expérimentations, on va faire ça sur 6 mois ou 1 an. Bon, il y a des expérimentations, il faut que ça dure plus longtemps aussi pour que ça prenne sur le territoire. Hein. On sait justement, on parlait des problèmes de communication. Et là, typiquement, il y a la proposition de rajouter un train le matin et un train le soir. Donc on trouve que le début est un peu timide, mais voilà, ça a le mérite d'exister. Là, en fait, ils attendent, donc il y a un accord de la région, et ils attendent un accord de la région Pays de Loire, puisque c'est une autre autorité qui est à quelques kilomètres de Saint-Paterne-Racan. Et le truc intéressant quand même, c'est que ces mêmes trains qui font Tours-Le Mans, ces 15 trains, dans la Sarthe, donc région Pays de Loire, ils s'arrêtent tous dans toutes les gares. Et ils ont même dû rajouter d'autres trains qui ne viennent plus du tout en Indre-et-Loire, tellement la demande était forte. Voilà. Donc on comprend bien que la DTT, c'est vraiment une instance à consulter quand on veut faire bouger les choses, même dans le cadre d'un plan de mobilité, par exemple, et ça peut aider au dialogue avec la région. Ça peut aider les collectivités à dialoguer avec la région. Tu as évoqué les missions actuelles de l'ASSO, mais tu disais en préparant cette intervention que tu espérais que vos missions évoluent à l'avenir ou s'élargissent. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui, alors, j'ai pas dit, mais on organise aussi Alors, on publie des articles, on fait des communications dans les médias, etc. Et puis, on organise aussi régulièrement des réunions publiques thématiques
Voilà, récemment, ça a été sur le RER métropolitain, qui évidemment a énormément d'actualité en Touraine. On a fait, peut-on faire un tramway moins cher, parce que tout le monde... beaucoup de gens bondissaient sur le coût que ça peut être, parce que c'est des investissements très importants. Voilà. Après, on voudrait, comme c'est une association historiquement plutôt d'experts, un peu beaucoup dans la prospective, sur le long terme, justement, là, on est dans la démarche depuis peu d'essayer de se rapprocher de l'usager, de ses besoins plus court terme. Là, j'ai pas d'arrêt de bus à côté de chez moi, où il n'y en a pas assez sur ma ligne, où il y a régulièrement des problèmes, etc. Voilà. Donc, on est dans cette démarche-là. Et puis, dans la même veine, se rapprocher aussi des entreprises, mieux connaître leurs besoins. Par exemple, sur Tourneur, on a 2 grosses entreprises qui travaillent en 2-8 ou en 3-8. Et typiquement, à cause des horaires des transports en commun, juste à une demi-heure ou 3/4 d'heure près, tout le monde prend sa voiture, parce que ceux qui bossent le matin, ils n'ont pas de transport en commun pour y aller, et ceux qui, le soir, ils ne peuvent pas partir. Juste à une demi-heure près. Et là, là, il faut négocier, va falloir négocier ferme avec la métropole pour augmenter l'amplitude. Et puis, qu'est-ce qu'on a d'autre moi, j'ai pris des petites notes. Avec le grand âge, la mémoire faiblit. Il y a la question de votre représentation dans les bassins de mobilité, les comités. Et voilà, dans les nouveaux bassins de mobilité, effectivement, là, il y a une forte nécessité d'être présent. Et du coup, on accentue également les rencontres à l'image de la ville de la commune de Saint-Paterne avec les communes et les Comcom qui n'ont pas la compétence mobilité, parce que pour le coup, ces gens-là, ils représentent des usagers, et donc on va dans le même sens. Et surtout, on a besoin de plus fédérer, et là je vais parler aussi au nom de la FNOT Région Centre, plus fédérer d'associations qui ont cet intérêt que les transports collectifs se développent, pour être plus forts, et notamment pour négocier, pour peser auprès des autorités. Voilà, parce que là, on voit qu'au niveau de la concertation, c'est encore, on l'a entendu, les comités de partenaires, c'est 1 fois par an. Et c'est une instance consultative. Donc 1 fois par an, c'est pas beaucoup. À un autre niveau, il existait, mais on n'en a plus dans la région centre, ça existe encore à d'autres endroits, des comités de ligne SNCF. Mais voilà, c'était tous les acteurs qui étaient le long de la ligne étaient réunis, y compris les usagers. Ça, c'était des instances qui se réunissaient régulièrement pour parler des problèmes vraiment qu'on rencontre au quotidien, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Alors, merci à tous les 4 pour ces présentations. Je vais vous poser 2 mêmes questions. Première question, en quoi est-ce que finalement, quand c'est un acteur de l'ESS qui se penche sur des questions de mobilité, ça permet une approche qui soit spécifique, soit novatrice, soit avec une réelle plus-value? Guillaume, qu'est-ce que ça change quand c'est un acteur de l'ESS qui fait de la mobilité solidaire? Ça change plein de choses. Déjà, je l'ai précisé au début, pour la mobilité solidaire, on est sur un écosystème naissant. Ce que je sous-entends par là, c'est que c'est quand même des métiers qui n'existent pas. Donc, il faut les inventer. Ça veut dire qu'il faut pouvoir collaborer avec une structure qui est à côté, avec une structure. Et ça, effectivement, l'ADN associatif le permet assez facilement. Je pense que vous pouvez tous le constater, dans le monde associatif, on retrouve quand même au CA à peu près les mêmes personnes, surtout dans le monde de la mobilité, c'est quand même des petits mondes, donc ça permet de faire de l'interconnaissance, ça me semble vraiment intéressant. J'avais oublié ce que je voulais dire. Ce que vous m'aviez dit, globalement, oui. C'est si c'est pas nous qui le faisons. Voilà, c'est ça, c'est personne. Et puis après, en fait, il y a aussi le fait que cet écosystème naissant n'a pas à l'heure actuelle des moyens dédiés. Donc l'association, avec du bénévolat, arrive au début à faire émerger des projets que n'arriverait pas à faire une société commerciale traditionnelle. D'ailleurs, elle s'y lancerait même pas, parce que de toute façon, il n'y a rien à gagner. Et donc, j'espère quand même en disant ça que les choses vont changer, qu'on va avoir des moyens un peu plus conséquents pour sortir aussi des fois une logique un peu amateur pour certaines associations quand elles démarrent et que sur un territoire il n'y a rien. Mais voilà, moi il me semble qu'effectivement c'est bien l'aspect coopératif qui est intéressant, et notamment pour la mobilité solidaire, notamment les parties garage solidaire et location qui demandent des investissements quand même assez importants. Ça me paraît assez pertinent d'avoir des bénévoles, qu'on soit clair, parce qu'ils vont nous permettre de faire toute une mission qu'on ne pourrait pas faire autrement.
qu'on soit clair. Donc financièrement, c'est intéressant que ce soit un acteur de l'ESS qui fasse de la mobilité solidaire. Pierre, même question pour le vélo. Il y a l'aspect coopératif, c'est évident pour nous, je l'ai développé tout à l'heure. C'est aussi pouvoir rendre un rêve un peu fou réalisable, en fait, parce que se dire on va sauver n'importe quel vélo, même une radouille qui a dormi 20 ans au fond d'un jardin, etc. On passe du temps en collecte, c'est beaucoup de temps investi, et s'il n'y avait pas des parties prenantes qui croyaient dans le projet et qui disent oui, on va s'associer, on va prendre des parts, on va soutenir, on n'aurait pas pu le faire. C'est clair que sur un modèle économique lambda, ça passerait pas. Alors que là, ça permet vraiment d'aller au bout du projet parce qu'il y a un sens et que l'intérêt dépasse complètement nos propres intérêts dans cette histoire-là et que ça parle à d'autres, et donc on peut les embarquer dans ce projet commun en faveur de la transition, en faveur de la mobilité douce, etc. Et, pardon. Non, c'est bon. Non, mais voilà. Et donc c'est vraiment ce fait de dire, et puis ça permet aussi d'intégrer des réseaux, j'allais dire. C'est-à-dire que nous, on a été beaucoup accompagnés par France Active, par l'URSCOP, et puis du coup, on met un pied dans des milieux. On commence à tous se connaître à force. Il y a beaucoup d'entraide, de solidarité. Donc c'est aussi, encore une fois, permettre à une intuition forte de l'avoir se concrétiser, même si soi-même, on n'a pas des capitaux monstrueux à mettre dans l'histoire, mais de pouvoir être accompagné par des acteurs et de l'expertise en soutien derrière. Donc l'accompagnement, la coopération, je crois que c'est aussi ce que Léo, tu voulais évoquer. Qu'est-ce que ça change quand c'est un acteur de l'ESS qui se penche sur un si gros projet ? Pour moi, il y a deux choses. Effectivement, un premier point, c'est l'intercoopération. RICOP fait partie des fondateurs du réseau des licornes, donc des grandes sociétés coopératives d'intérêt collectif pour organiser la transition écologique dans des secteurs de masse. Et parmi les secteurs de masse, il y a les mobilités sous toutes ses formes. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec d'autres acteurs coopératifs avec un même objectif, c'est de faire reculer la part de la voiture individuelle dans les déplacements et la part de la route dans le transport de marchandises. Donc c'est les acteurs qu'on a déjà cités et qu'on connaît bien, c'est des Cities, Mobicup, Mincup, avec lesquels en fait on va faire du plaidoyer commun, on va aller sur des stands communs, sur des salons. On va aussi essayer de préparer le terrain au niveau institutionnel. Donc là, je prends un exemple simple, c'est nous sur la ligne Bordeaux-Lyon, on connaît beaucoup d'institutionnels parce que beaucoup sont aussi sociétaires de RICOP, mais malheureusement, en dehors de la ville de Bordeaux et de la ville de Lyon, il n'y a pas de station d'autopartage Cities sur cette ligne. Et on a besoin d'avoir des solutions d'autopartage pour les derniers kilomètres de nos futurs passagers. Donc en fait, on commence déjà à expliquer à nos partenaires institutionnels que s'ils réfléchissent à de l'autopartage, nous, on est volontiers là pour travailler en coopération avec Cities pour implanter des stations parce qu'on pense que ça peut avoir du sens. Donc il y a un certain nombre de travaux communs. Et puis en plus de ça, on est souvent sociétaires de façon mutuelle entre les coopératives, ce qui nous permet de participer aux assemblées générales et de participer au conseil d'administration dans certains cas. Je voulais évoquer un deuxième point, c'est aussi la façon de voir le ferroviaire dans notre cas, puisque dans le ferroviaire aujourd'hui, on parle soit de délégation de service public, c'est-à-dire c'est la région ou l'État qui va déléguer un service à un opérateur avec une subvention annuelle. Donc là, on est dans quelque chose de très formalisé, un appel d'offres. Généralement, la SNCF va répondre à tous les appels d'offres et il y aura d'autres concurrents. Nous, on ne se positionne pas sur ce champ-là parce qu'on ne voit pas notre pertinence. On va plutôt sur ce qu'on appelle les services librement organisés, donc c'est-à-dire ceux dans lesquels il n'y a pas de subvention publique d'exploitation. Il faut qu'on soit rentable structurellement, mais pour autant, on n'a pas cette vision de se dire c'est un moyen de gagner de l'argent, générer du profit. Nous, on veut apporter cette logique justement d'intérêt collectif, comme l'indique la Société coopérative d'intérêt collectif, et ça permet de rassembler des acteurs très divers autour d'un projet qui n'est pas une délégation d'une autorité organisatrice, d'un seul acteur, mais qui est plus un mouvement collectif qui va regrouper notamment des communes, des départements, mais aussi des acteurs privés. Et donc c'est une autre façon de voir le renouveau du ferroviaire. Merci beaucoup. Ce qu'on peut retenir, c'est qu'effectivement, si vous avez envie de vous lancer dans un projet de mobilité, ce qu'on peut retenir, c'est que vous ne serez pas seul. Et ça, je pense que c'est un vrai plus pour oser se lancer. Deuxième question, si vous aviez un message à faire passer aux participants de cette journée, collectivités et employeurs de l'ESS, quel serait-il, Guillaume ? En tout cas, pour les employeurs, c'est très souvent arrivé d'être interpellé par des employeurs nous disant moi, mes salariés n'arrivent pas à arriver jusqu'à l'usine, etc. Qu'est-ce que vous pouvez faire ? C'était
presque pas présenté comme ça. C'était qu'est-ce que vous, association, collectivité, vous pouvez faire, sous-entendu SAMEDU, quoi. Le message que je veux faire passer, c'est vu la complexité du sujet, le nombre d'interlocuteurs que vous citiez aussi, la difficulté de faire marcher tout le monde, je pense que l'employeur a une vraie mission de au moins nous inviter, nous, en tant qu'association, à se rencontrer quand ils en ont des difficultés. Nous, on a sûrement aussi un effort à faire pour se faire connaître auprès des employeurs, pour qu'on puisse après ensemble réfléchir à des solutions sur mesure. On l'a évoqué là, c'est assez parlant. Il y a vraiment des milliers de solutions. Ce qu'il faut, c'est qu'elles soient adaptées au territoire. On dit souvent que nous, on fait de la dentelle. Donc, mais pour ça, il faut se coordonner, il faut parler, il faut se rencontrer. Et deuxième message, je le disais aussi, on a beaucoup de besoins, nous, matériels, des scooters, des voitures, des vélos. On est donc très intéressés notamment par des dons de voitures. On est des associations, la plupart du temps, capables d'émettre des reçus fiscaux. Donc voilà, il y a aussi peut-être des montages à faire sur, j'entendais Citis dire des employeurs se débarrasser d'une partie de leur flotte. Ben voilà, on en est là. C'était le cas, pour vous donner un exemple, d'Eiffage qui a donné comme ça toute sa flotte avant de passer au leasing électrique. Merci. Pierre, un message aux collectivités, je crois. Oui, c'est de s'intéresser justement à la gestion des déchets, notamment donc des vélos. Un vélo, c'est pas un déchet en soi, et qu'il y a des solutions. En tout cas, nous, on souhaite qu'il puisse y avoir des solutions dans tous les territoires, et qu'elles peuvent donc être partie prenante de ça en créant des ponts entre les acteurs du territoire, notamment auprès du prestataire, souvent, qui délègue la gestion des déchetteries, quand c'est le cas, et puis s'intéresser aux acteurs locaux, pouvoir créer des ponts et pouvoir développer cet aspect-là. Je crois que vous êtes aussi à la recherche de sociétaires. Voilà, et merci. Oui, également, alors c'était en plus au-delà de ça, parce que je voulais rebondir aussi sur ce que disait Guillaume, c'est-à-dire que nous, on est confrontés en tant que SIC à un peu un entre-deux. On n'est pas sur le statut associatif qui permet aussi d'avoir des dons déductibles des impôts. Donc ça nous freine des fois des possibilités de mécénat, de l'ouverture du financement de fondations ou autres. Donc on attend aussi beaucoup une évolution de la loi à ce niveau-là. En attendant, on est en recherche effectivement de sociétariat, donc de collectivités notamment, pour accompagner notre développement, pour pouvoir aller au bout de cet idéal de structuration d'une filière à l'échelle de la région. Donc ça peut être à la fois les communautés de communes, mais aussi dans chaque commune en soi, de pouvoir nous accompagner là-dessus. Et le message peut aller aussi vers des associations, des entreprises et des particuliers. Merci. Dernier message, Vincent. Oui, alors moi j'ai des messages pour plusieurs catégories. Enfin, à commencer, effectivement pour les employeurs. Alors effectivement, ce qui est intéressant, c'est s'ils peuvent nous faire remonter les données anonymisées de déplacement de leurs salariés, de leur personnel. Pour nous, c'est extrêmement précieux. C'est comme des données billettiques, en fait, l'équivalent des données billettiques dans les transports. Et puis nous, ça nous permet de projeter éventuellement des solutions ou de faire des demandes. Voilà, on a des grandes entreprises qui ont des lignes de bus à 800 mètres, et vous avez tout le monde qui prend la voiture. Donc ça, il faut essayer de comprendre pourquoi. Voilà. Ensuite, on a aussi des messages auprès des associations et aussi des communes et voilà, des collectivités qui ne sont pas autorités organisatrices. C'est de nous rejoindre, c'est de travailler avec nous, ça, plus largement, éventuellement d'adhérer à l'association, parce qu'on a besoin aussi nous, d'adhérents, de bénévoles. Voilà, on est en difficulté là-dessus. Voilà, sortie Covid, c'est compliqué. Et puis auprès des AOM, c'est d'ouvrir un petit peu plus, comme je disais tout à l'heure, la concertation, de passer dans des schémas où voilà, c'est de la concertation continue et pas ponctuelle par politesse comme ça. Bon, alors après, nous, on est, à la différence des autres structures qui sont exprimées là, nous, on est un peu une force de lobbying. Donc, voilà, mais malgré tout, il y a des instances de concertation et qui peuvent être travaillées intelligemment. Voilà. Merci beaucoup. Merci à tous les quatre. Alors, je me tourne enfin vers Jérémy Godet, vice-président en charge de l'ESS à la région. Je vous propose tout simplement de réagir à ce que vous venez d'entendre.
Bonjour à tous et à tous d'abord. Merci de m'accueillir, même si j'aurais voulu, je commence par présenter mes excuses parce que j'aurais voulu être présent physiquement, mais il se trouve que je suis à Bruxelles pour une commission région de France et donc je ne peux pas être à deux endroits à la fois. Donc euh, merci de votre compréhension sur le fait que je fasse cet exercice à distance. Euh, et d'ailleurs, en vous écoutant, ça m'a fait pas mal penser à des discussions que j'ai eues ce matin avec la Commission européenne. Il se trouve que j'ai rencontré Laurence Graff, qui est conseillère auprès de la Commission européenne sur la question du pacte vert. C'est le paquet, ce qu'ils appellent le paquet climat, en fait, tous les dispositifs de politique publique que développe l'Union européenne pour la transition écologique. Et elle faisait état de de trois grandes difficultés, notamment vis-à-vis des populations. Elle parlait d'abord de la montée du déni climatique aujourd'hui, qui est une réalité dans notre société, alors que pourtant les scientifiques ont établi aujourd'hui, enfin, à- à- en même temps que la science progresse, le déni climatique progresse. Elle a parlé de l'éco-anxiété, qui était aussi un facteur annihilant et potentiellement aggravant parce qu'il n'amenait pas forcément à l'action. Et puis elle a évoqué une autre difficulté qui est l'acceptation des populations sur de tous les changements de mode de vie, mode d'organisation, etc. Je vous en parle parce que, en gros, face à ça, dans notre discussion, on a relevé trois grands leviers. Et vous allez voir que ça fait écho à l'ESS, parce qu'on s'est dit que parmi les trois façons, enfin, les trois choses qu'il fallait mettre au travail, c'était la justice sociale, et moi j'ai même parlé du progrès social. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y aura pas de transition écologique s'il n'y a pas de progrès social et de répartition des richesses beaucoup plus équitable et beaucoup plus juste pour pouvoir faire accepter aussi à la grande partie de la population les changements qu'il faut opérer. Donc, la question du progrès social, la question de la démocratie, et j'ai interpellé la Commission européenne, moi, sur le fait que on avait encore du mal à sortir des exercices technocratiques, et de dire que, en gros, la transition écologique, elle doit aussi se vivre avec les citoyens, avec les citoyennes, qu'ils doivent y prendre part, qu'ils doivent y être inclus, qu'ils doivent s'en sentir moteurs, et aussi les acteurs socio-économiques. Et puis la troisième chose qu'on s'est donnée, c'est l'urgence en fait à, à travailler la capacité à faire, la capacité à agir. Et je vous parle de ça parce qu'en fait, quand on fait le triptyque justice sociale, progrès social, progrès démocratique et puis renforcement de la capacité à agir, en fait, je pense vraiment, sincèrement, que l'économie sociale et solidaire est au bon endroit pour faire ça. Et donc, peut et est certainement déjà euh, incontournable dans les enjeux de transition écologique globalement. Je leur dis aussi parce que du coup, ça vient interroger, et je pense que c'est aussi là-dessus que vous voulez m'entendre. En gros, c'est quoi le rôle d'une collectivité régionale là-dessus? C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait le constat et qu'on a la conviction que le SS peut et doit être au centre du jeu, en fait, doit être non seulement une pièce du puzzle, mais une des pièces centrales, qu'est-ce qu'est-ce qu'on peut faire quand on est une collectivité régionale? Euh, et nous, on s'attache à faire à la région Centre-Val de Loire, je pense que c'est globalement reconnu par les acteurs, même si je pense qu'il y a encore largement, on pourrait s'améliorer. C'est que, en gros, j'aime bien citer la règle des 3 P, c'est-à-dire que pour, euh, pour libérer la puissance, premier P, la puissance des acteurs de la transition écologique, il faut à la fois qu'on qu'on pose des cadres qui puissent leur permettre de faire des choses
et qui puisse les protéger, c'est-à-dire les sécuriser. Et donc, euh, on a besoin de travailler sur les deux pieds que sont permettre et protéger. Et c'est le sens des dispositifs que nous faisons vivre ou nous mettons en place à la région Centre-Val de Loire à destination, pas que de l'ESS parfois, mais souvent c'est quand même de l'ESS. Par exemple, je vais reciter Capasso, qui est le dispositif emblématique. Moi, je voudrais dire quand même que dans dans un contexte budgétaire extrêmement contraint pour la région. Je ne sais pas si vous avez conscience de ça, mais en gros, dans l'histoire de la collectivité régionale, on est, et ça touche toutes les régions de France, dans des situations financières qui sont extrêmement compliquées aujourd'hui, puisqu'on a de plus en plus d'investissements, et avec l'inflation suite au Covid, etc., on a vu, voilà, dans ce contexte-là qui est de plus en plus compliqué, la région Centre-Val de Loire fait le choix de conserver et d'assurer le fait que Capasso puisse continuer à vivre dans les mêmes enveloppes qu'auparavant. Je voulais aussi citer à vos idées, qui est, à mon sens, un dispositif qui permet justement à beaucoup d'acteurs dans les territoires de faire et d'agir et de commencer leurs initiatives. Je pourrais parler d'effervescence, d'Alter-Incube, et moi, il y a certainement d'autres choses à inventer encore, ça j'en suis persuadé, et ce sera notamment l'objet de la stratégie ESS sur laquelle on va travailler en 2024 et qu'on va voter en 2024. Et puis je voulais terminer euh, en disant que, en gros, évidemment, l'ESS a une place prépondérante sur tous ces enjeux-là. Mais concernant notamment les enjeux de mobilité, je pense que la fonction de plaidoyer aussi, elle ne doit pas être oubliée, parce que quand on parle de mobilité, en fait, on est vraiment à la croisée des chemins entre des changements de mode de vie, donc, qui touchent plutôt les individus, les personnes dans leur propre vie, et puis des enjeux d'aménagement du territoire, et voire même des enjeux législatifs, de normes, etc. Et que donc l'ESS, là aussi, elle peut avoir un rôle non seulement de sensibilisation, mais aussi d'interpellation des pouvoirs publics, des collectivités locales sur leur responsabilité à faire ici des pistes cyclables bien plus, développer une offre de transport en commun qui soit la plus adaptée aux besoins, voire même dans l'anticipation des besoins, etc., etc. Euh, donc, je voulais terminer là-dessus. Et voilà. Donc, pour redire, hein, en gros, l'ESS, elle est pour moi euh, au bon endroit sur la transition écologique. Elle peut et elle doit avoir un rôle central. Et puis, elle a les outils, elle a dans les valeurs qu'elle porte, dans les pratiques qu'elle développe, je pense, l'essentiel des ingrédients qui sont intéressants. L'innovation sociale, ça a été, je pense, rappelé plusieurs fois. L'ancrage territorial, la capacité à faire vivre de la démocratie, la capacité à mettre en action des citoyens et des citoyennes, etc. Voilà. Merci beaucoup. Parfaitement. Alors, quelques mots pour compléter. Est-ce que vous pouvez évoquer le projet LIFE? Ah oui, oui, je peux évidemment. Donc le projet LIFE, je pense vous parler du Let's Go for Climate, qui est Exactement. Ok. Donc c'est un projet donc qui a été initié par la région Centre-Val de Loire et qui est actuellement enfin, développé avec plein de partenaires, hein. Il y a l'ADEME, enfin, je ne vais pas tous les citer ici, mais qui en gros vise à créer dans 18 territoires ce qu'on appelle des communautés locales de l'énergie, et qui vise à mobiliser des citoyens, des citoyennes, des habitants à l'échelle d'un territoire pour travailler sur les enjeux d'énergie et de transition énergétique sur deux jambes. Un, la sobriété, c'est-à-dire l'enjeu de réduction des consommations d'énergie, et deux, la production d'ENR
par des coopératives citoyennes. Voilà, donc on a aujourd'hui déjà 12 territoires en région qui se sont engagés dans ce processus. Il y en a encore 5 qui vont suivre l'année prochaine. Et on voit d'ores et déjà, avec les 6 premiers territoires qui ont fait l'objet de l'accompagnement, déjà une trentaine de projets qui sont en cours de développement, dont 6 qui sont la création de coopératives de production d'énergie renouvelable par les citoyens, et puis, donc 25 à peu près qui sont des projets qui sont plutôt sur la sobriété, donc qui viennent parler de transport, évidemment, d'agriculture, d'alimentation souvent, mais aussi d'éclairage public, etc. Et qui sont à la fois dans la sensibilisation, dans l'interpellation auprès des collectivités locales, mais aussi dans la construction concrète de solutions locales pour réduire les consommations énergétiques. Voilà. Merci beaucoup. Je le dis parce que aussi, là, donc, je suis à Bruxelles, donc j'ai un prisme très européen aujourd'hui. Il faut savoir que c'est donc un projet qui est soutenu par l'Union européenne, qui est inédit à l'échelle de l'Union européenne et qui est très regardé à l'échelle de l'Union européenne aussi. Nous sommes la première région à mettre en place ça. Et donc, on est regardé à plusieurs titres, puisque d'abord pour savoir jusqu'à quel point c'est efficace en termes de résultats derrière, mais aussi comment ça peut débloquer des situations. Je parlais de l'acceptabilité tout à l'heure en faisant référence à la discussion avec la Commission européenne de ce matin. Et donc, il y a un enjeu pour l'Union européenne à travers ce projet de voir comment ça pourrait être répliqué, peut-être pas répliqué tout à fait de la même façon, mais en tout cas, comment d'autres régions pourraient s'en inspirer par la suite. Voilà. Merci beaucoup. On peut effectivement applaudir nos 5 intervenants. Alors avant d'aller un peu en pause, on va prendre quelques questions, s'il y en a, pour nos intervenants. Oui. Parlez fort. Allez-y. On va l'entendre et je la répéterai si besoin. J'avais une petite question pour Monsieur Clavrier de RICOP, qui disait que en fait, cette coopérative se positionnait pour répondre aux besoins de proximité et non pas avec l'objectif de répondre à des appels d'offres qui seraient déployés par les régions. Mais il me semble que quand cette coopérative a émergé, c'était à l'origine pour le Bordeaux-Lyon. Donc là, c'est quand même, en matière de proximité, Bordeaux-Lyon, ça fait quand même une sacrée ligne. Et en fait, au fil de vos réflexions, j'ai vu aussi que vous aviez des projets. Alors, vous avez orienté sur le fret aussi, mais bon, apparemment, ça a été compliqué. Mais j'ai vu aussi que vous aviez des projets. Alors, j'ai été particulièrement attentive sur la région parce qu'il y avait des camps Le Mans, Tours, de mémoire, ça descendait à Poitiers, ça descendait à Limoges, et ensuite on descendait à Toulouse. Il y avait aussi du côté de Brest et tout ça. Et là, du coup, je m'interroge sur la question de la proximité et surtout qu'il y a déjà des transports ferroviaires sur ces lignes-là quand même. Et que, voilà, je ne dis pas qu'il ne faut pas développer les offres sur ces lignes-là, mais du coup, là, on est typiquement sur une entreprise enfin, une coopérative, mais qui du coup pourrait mettre à mal le transport TER, que ce soit sur la Normandie, puisqu'on est sur ces sillons-là, quoi. Normandie ou Centre-Val de Loire ou même Nouvelle-Aquitaine. Merci. Léo, avant de te laisser répondre, Jérémy, vous avez votre micro ouvert, donc on vous entend vous balader. Léo, à toi. Oui, merci pour la question. Effectivement,
Alors, RICOP s'est positionné sur des liaisons sur lesquelles les régions ou l'État pourraient tout à fait décider de mettre en place des délégations de services publics. Donc, en fait, on est vraiment dans le cadre d'un manque de services publics. C'est-à-dire qu'on pourrait, sur la ligne Bordeaux-Lyon, si je prends l'exemple, à l'époque où la SNCF opérait la ligne, c'était bien l'État qui déléguait la liaison intercité à la SNCF avec une subvention. On pourrait imaginer aussi que la région Auvergne-Rhône-Alpes ou la région Nouvelle-Aquitaine se saisissent du sujet et fassent un appel d'offres pour déléguer à la SNCF ou à un autre opérateur. Bon, elles n'ont pas le souhait de le faire, donc c'est pour ça qu'on s'est positionné. Sur les autres lignes, en fait, on est un peu sur la même logique, c'est le même profil de ligne. Donc, on est toujours sur des lignes interrégionales qui vont faire entre 500 et 1000 km, hein, grosso modo, mais toujours avec des arrêts intermédiaires. Donc, par exemple, si je reprends la ligne Bordeaux-Lyon, on fait pas juste Bordeaux et Lyon, on fait de mémoire 11 gares. Donc, vous avez des gares comme Saint-Sulpice-Laurière, Saint-Germain-des-Fossés, enfin voilà, des petites villes, et y compris même la gare de Gannat, dont le bâtiment est fermé, qui n'était pas desservi. Donc, il y a quand même une logique, malgré tout, de désenclavement de territoires mal desservis aujourd'hui. Alors après, on n'est pas sur du TER d'hyper proximité. C'est pas du tout notre vision des choses, parce qu'on pense que ces lignes-là, par contre, ne peuvent pas être soutenables économiquement sans subvention. Donc on considère qu'il faut nécessairement que ce soit des délégations de services publics. Par contre, sur effectivement le fait qu'on se recoupe avec d'autres TER, bah, ça peut arriver, puisqu'on opère sur des lignes qui sont déjà circulées. Mais généralement, là où on va, c'est là où il y a de la place. C'est-à-dire que le réseau n'est pas forcément saturé sur les lignes qu'on emprunte. Et de toute façon, on avait dû faire une déclaration à l'autorité de régulation des transports. Déclaration donc, sur les projets de 10 lignes qu'on avait à travers la France, pour que cette autorité évalue si oui ou non il y avait un risque de perturber l'équilibre économique des TER. Donc en fait, elle regarde voilà, si notre offre représente je sais pas, 50 ou 100% de l'offre TER, bah, effectivement, il y a peut-être un risque de déséquilibre. Mais là, globalement, avec son analyse, elle en a déduit qu'il n'y avait pas de risque substantiel de perturber l'équilibre économique. Après, évidemment, il faut être en bonne intelligence avec les régions pour s'assurer que les horaires de nos trains concordent avec les horaires des TER qui circulent sur les mêmes lignes. Mais ça, globalement, jusque-là, ça s'est bien passé. Même pour donner l'exemple, en Nouvelle-Aquitaine, la région Nouvelle-Aquitaine avait accepté initialement de décaler des horaires de train TER entre Bordeaux et Limoges pour que l'horaire du train RICOP soit plus adapté. Et en fait, on a même discuté avec les régions d'avoir des accords tarifaires de façon à ce que des abonnés TER puissent demain prendre le train RICOP. Donc, on est en bonne intelligence. Évidemment, certains pourraient préférer que ce soit la région qui délègue le service. Comme elle ne souhaite pas le faire, il faut quand même prendre en compte cet acteur dans le jeu institutionnel. Mais ça n'empêche pas RICOP d'avancer sur ce sujet. Merci beaucoup Léo. Est-ce qu'il y a une autre question? Monsieur là-bas, et après on partira en pause. Bon, alors il ne faut pas que je sois long pour qu'on puisse partir en pause. Moi, je voulais vraiment remercier tous les gens qu'on a entendus. Je dois dire que donc Philippe Verdier, Virage Énergie, Centre Val-de-Loire, je ne m'attendais pas à une telle multiplicité d'offres axées sur la proximité dans les agglos, les pays, les zones rurales et tout ce qu'on a vu d'offres imaginatives, notamment pour des publics défavorisés et ruraux, mais pas seulement, le covoiturage, l'autopartage, etc. Et alors, j'avais une question, j'ai posé ce matin la question, c'était plutôt pour Monsieur Fournier, mais qui n'est plus là. Et peut-être que j'ai mal posé la question. Je posais la question de la ligne Chartres-Orléans, 25 ans, 25 km, ça fait 1 km par an. Est-ce que on peut espérer mieux, ou est-ce que peut-être la question est mal posée parce qu'il y a la question Chartres-Orléans, il y a la question Orléans-Châteauneuf, il y a la question Châteauroux-Loge-Tours qui a été posée également ce matin. Voilà. Est-ce que ces questions sont mal posées quand on dit réouverture de la voie ferrée? Est-ce qu'il y a d'autres solutions à imaginer? Voilà. Merci. Vincent, tu voulais répondre et puis après, Vincent. Bon, évidemment, on
On est aussi, enfin, à la DTT, la FNOT, tout à fait pour rouvrir des lignes. La ligne Orléans-Châteauneuf, ça fait longtemps que ça a été promis, c'est pas fait. Il y a une concurrence un peu avec les transports urbains de la métropole d'Orléans, donc ça c'est un petit peu embêtant, mais c'est évidemment un axe très très fréquenté par les voitures et on sait que le potentiel est là. Là, Chartres-Orléans, ce qui est désespérant, c'est que c'est un projet d'autoroute qui a l'air plus ou moins de ressurgir. Donc là, on a l'impression de marcher sur la tête parce qu'en fait, le gouvernement a annoncé les projets d'autoroute qui ne se feraient pas. Donc les autres projets d'autoroute, par défaut, ils considèrent qu'ils vont se faire. Et comme celui-là, il était un peu dans un tiroir depuis longtemps, et là, du coup, ça fait ressortir les partisans de cette autoroute. Alors que pour la ligne ferroviaire, effectivement, il y a des gens qui s'activent depuis un petit moment. Nous-mêmes, nous avons la Fédération d'Eure-et-Loire de l'environnement qui est affiliée à la FNOT et qui du coup, sort les... sur les papiers, les crayons, les micros pour se battre là-dessus. Voilà, bon, j'ai envie de dire... on est dans ce sens-là et on aimerait que ça se fasse, tout ça. Ouais. Donc, en tout cas, comme disait Jérémy Godet, il faut oser poser la question des réouvertures de lignes ou de voies ferrées. Merci beaucoup, encore une fois, à tous mes intervenants.